J'ai un nom très compliqué, donc mon nom est Schlierf, donc ça commence mal. Et voilà, je suis belgo-grec, j'ai 52 ans, donc je suis vieux. Et donc j'habite plus ou moins en Argentine depuis à peu près une dizaine d'années, mais pas de manière. Ça fait un an que j'habite vraiment. Avant, je venais entre l'Europe et l'Argentine et l'Afrique où je travaille beaucoup. Donc voilà, donc je suis économiste de formation. J'ai étudié à Bruxelles en fait, l'économétrie il y a très longtemps. Et voilà, le parcours, j'ai fait un peu des choses très différentes. J'ai commencé d'abord par être chercheur à l'université. Et puis j'ai travaillé dans une banque belge, dans une cellule de consultance. Ça a commencé tout de suite, c'est un peu bizarre. C'est de stratégie de corporate investment banking. Voilà. Très compliqué. C'était un peu atypique. Le truc de chercheur, c'est plutôt classique. En général, on propose ça. J'étudiais en général avec les sorts. C'était un truc classique. Après, je suis devenu indépendant en fait. Donc, j'ai travaillé dans cette banque. Donc, j'ai travaillé 1 an et demi, 2 ans dans cette banque. Puis après, j'ai travaillé pour une holding. J'ai plutôt fait des trucs de finance en fait. Pas beaucoup d'économie en fait. Par hasard. J'ai travaillé dans une holding financière pendant 2-3 ans. Je travaille un peu en Belgique, en Pologne, en France, en pays. Puis j'ai travaillé sur un projet un peu de médias financiers, qui était une information financière par satellite pendant 1 an. Et puis j'ai fait de la fusion-acquisition en fait pendant 2 ans, mais plutôt au niveau de PME en fait, aussi au niveau européen. Et voilà, et quand j'ai eu à peu près 34-35 ans, j'en ai eu marre de faire de la finance, parce que c'est un milieu très amusant. Les gens sont pas très et donc j'ai créé une boîte en fait, je voulais faire un projet un peu différent, c'était un peu l'époque du multimédia, donc j'ai créé une boîte d'édition multimédia avec 3-4 autres partenaires. Et donc on a fait un truc tout à fait différent. Moi j'ai un peu passionné d'histoire, donc on a fait la première production qu'on a faite, c'était sur l'histoire de l'Holocauste. C'était un peu spécial. Et donc j'ai d'abord trouvé les financements, on a trouvé des financements dans le cadre du programme média de la Commission européenne, et puis des financements propres quand on avait de l'argent. Donc on a créé un petit studio graphique. On fait la production donc sur CD-ROM en fait. Et après on a passé 2 ans à produire ce projet. C'était 2 ans, beaucoup de voyages, un peu partout, aller chercher les archives un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Allemagne, en Israël. Moi je m'occupais plutôt de la partie production et contenu, et j'avais un associé qui était le graphiste, la mise en scène du projet. Donc c'était vraiment une combinaison de vidéos et de photos et de textes et de musique. Et donc après 2 ans, on a donc sorti ce CD-ROM, on l'a distribué aux États-Unis, on a gagné beaucoup de prix, on a gagné 5-6 prix un peu partout dans le monde. Après on l'a sorti en allemand, on l'a sorti en français, donc on a gagné des prix en Allemagne, en France, aux États-Unis, donc c'était assez amusant. C'était un peu à la mode à l'époque les CD-ROM, et puis on a voulu continuer en fait avec d'autres projets, aussi éducatifs. L'idée c'était de faire une maison d'édition de contenu éducatif, en fait, un peu intemporel. Les autres projets, c'était l'histoire des religions, et ensuite l'histoire des communistes, etc. Mais puis ce marché du CD-ROM s'est un peu écroulé. Il est resté basiquement un peu les encyclopédies et les jeux. Et puis ça commence à bouger tout doucement vers Internet. Donc on a reconverti la boîte en une boîte, je dirais, multimédia commerciale. On a commencé à faire des projets commerciaux pour des boîtes de télécom, différentes boîtes en France, en Belgique. Par hasard, en fait, on a pris la licence d'une technologie d'impression en ligne, qui est un truc américain. On a voulu le développer en Europe, donc on a envoyé un dossier à des venture capitalistes en France. Le dossier est atterri aux États-Unis, donc les gens aux États-Unis nous ont contactés, on est parti aux États-Unis. Et finalement, moi je me suis retrouvé à travailler pour une start-up américaine, en fait, dans la Silicon Valley. Donc j'ai travaillé 1 an pour eux, et puis j'ai monté avec 2 autres personnes la boîte en Europe, en Angleterre, en France et en Allemagne. Et puis les gentils américains ont dépensé les 100 millions de dollars qu'ils avaient. Et la boîte s'est arrêtée, donc c'était plutôt une bonne expérience, c'était assez intéressant. Et donc après ça, moi j'ai pris une année sabbatique à Paris. J'ai fait des trucs personnels, je voulais écrire, des choses comme ça. Et en fait, par hasard, après 1 an, comme j'avais un très bon ami avec qui j'ai étudié, qui était à la Banque mondiale, il m'a remis sur des projets en fait, d'économie. De
de régulation des services publics. C'était un peu, je ne savais même pas ce que c'était. Donc j'ai passé à peu près 6 mois, 1 an à lire à peu près tous les bouquins qu'il y avait sur le sujet. Une fois qu'on a la formation de base, je me dis c'est pas trop compliqué. L'idée c'était pas que je devienne un spécialiste pointu, mais que j'ai une connaissance générale pour pouvoir gérer les projets. Et donc par hasard j'ai commencé un projet via justement donc, la Banque mondiale avec des Argentins. Donc, je suis arrivé en Argentine, je suis venu les voir, on a développé un projet ensemble, qui était aussi un projet éducatif en fait, mais dans le domaine de la finance et des services publics. Et on a mis au point une sorte de modèle économique et financier pour la régulation des services publics, que j'ai utilisé dans un cours en Afrique, et donc par hasard j'ai fait des contacts en Afrique, et donc voilà, donc je me suis associé à ces gens pour développer leur activité en Afrique, parce qu'eux travaillaient en Argentine, en Amérique latine, donc ça marchait assez bien, et donc c'était voilà, je fais ça, donc ça fait 10 ans que je fais ça en fait. Je reviens à des trucs que je voulais faire avant, quand j'étais à l'université, qui était le développement, l'économie de développement, ça m'a toujours intéressé. Et puis c'est un boulot assez varié, parce qu'on change de pays tout le temps, et c'est plutôt intéressant. Et c'est les études en général qui sont assez centrales pour le développement du pays, donc on peut imaginer quelque part qu'on a un certain impact, même si après on l'a pas. Et donc voilà, à peu près le parcours. Et moi, quand je suis arrivé ici, j'aimais assez bien, mais moi, je suis déjà aussi à demi grec, donc j'ai une sensibilité pour les pays du Sud. Moi, jusqu'à l'âge de 20 ans, je passais à peu près 3-4 mois par an en Grèce, tous les ans. Donc, je suis déjà un peu habitué à des sociétés plus chaotiques et plus bordéliques, pour être un peu plus grossier. Et donc ici, c'est très... ça ressemble à un pays du Sud, en tout cas. Buenos Aires, en tout cas. Buenos Aires, c'est pas l'Amérique du Sud non plus. Hein. L'Argentine, c'est un pays très particulier. Il y a très peu d'indigènes et d'autochtones, ils ont tous été massacrés, mais il y en avait très peu au départ aussi. C'est pas la Bolivie, c'est pas le Pérou, c'est pas le Brésil. Buenos Aires, c'est une ville très européenne. Là, il suffit de prendre dans la rue et on le voit. Et c'est une ville très européenne. C'est un pays très très riche aussi. Donc après la guerre, c'était le 10e pays le plus riche au monde. Et à un moment, je crois que c'était même plus riche que la France. C'est un pays qui a une histoire très particulière, très européenne. On a toujours comparé Buenos Aires au Paris de l'Amérique latine, mais ça c'est vrai culturellement. Moi je connais aucun Européen qui a un problème à venir ici et qui trouve un peu à s'adapter. Non, c'est un peu trompeur aussi parce qu'on croit qu'on est dans une ville européenne et malgré tout c'est un pays d'Amérique latine et c'est un pays encore globalement sous-développé. Dans beaucoup d'aspects, c'est un pays qui est mal géré, qui est très corrompu. Des gouvernements populistes, c'est une espèce de fausse démocratie, une démocratie de carton. Mais bon, de nouveau, si on accepte tout ça, on vit très bien ici. Je pense qu'on vit très bien pour moi, le charme de ce qu'il y a ici, c'est qu'on retrouve un peu l'Europe sans doute comme c'était il y a 30-40 ans. En Europe, tout est devenu très sophistiqué, tout est devenu aussi, parce que c'est lié à ça, tout est devenu très cher. Ça devient très difficile de vivre dans les villes, donc c'est pas une question d'avoir l'argent, même si on a l'argent. Moi quand j'étais à Paris, je vivais dans le 7e, à côté de Matignon, dans un très beau quartier, j'avais pas spécialement de problème d'argent, mais j'avais l'impression que j'étais dans un jardin zoologique pour riches, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est amusant 1 mois, 2 mois, et on va au café de Flore, et voilà, et on se rend compte précisément qu'on voit toujours les mêmes gens, tous les mêmes trucs, c'est les mêmes profils, les mêmes trucs, et toutes les villes un peu... que ce soit Paris ou Londres, comme ça devient comme ça. Juste pour une question matérielle, ça devient vraiment des jardins zoologiques pour riches. Donc il n'y a pas beaucoup de mixité, à part quelques villes dans le monde, en Europe. Rome est un peu différent, par exemple, il y a plus de mixité sociale. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est ça, c'est qu'il y a toujours la mixité sociale. On n'est pas dans un kolkhoz non plus ici, c'est pas ça, mais c'est plus mélangé, donc c'est plus intéressant, je crois. Et c'est chaotique, donc c'est plus intéressant aussi. Il y a toujours un aspect. Même si à certains jours, c'est pas facile. Voilà, donc je trouve que d'ailleurs, on voit de plus en plus vraiment d'Européens venir habiter ici, même d'Américains, etc., qui viennent vraiment habiter ici. Et entreprendre ici, ce qui n'est pas facile du tout. Moi, j'ai l'avantage que moi, je travaille pas vraiment ici. Moi, je
travaille principalement en Afrique, un petit peu en Asie. Donc, je viens ici, je repars tous les 2-3 mois, tous les mois, donc c'est facile. Je ne suis pas soumis à la bureaucratie locale, aux communications locales. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui sont venus faire des projets ici, qui marchent bien. C'est pas facile. C'est comme ça, je connais pas très bien. Donc, moi, je connais juste les restaurants et les bars et les salles de concert. Voilà. C'est le message de base, je crois qu'il faut savoir comment on est. Comment dire, connaît bien sa personnalité, quoi. Est-ce que c'est sentir si on est bien dans le fait de travailler avec beaucoup de personnes, si on préfère travailler seul et tout. Dans les écoles de commerce, on voit toujours qu'il faut travailler en équipe et le machin comme ça. C'est pas spécialement vrai. Il y a beaucoup de carrières qui peuvent se faire en solo, des carrières académiques, des carrières de chercheurs bien sûr, mais des carrières aussi de consultants par exemple. C'est beaucoup plus facile pour un consultant de travailler en solo maintenant, même si évidemment il ne faut pas être psychopathe, il faut pouvoir parler aux gens, mais je veux dire, le fait de travailler, de faire tout son travail de préparation tout seul, c'est beaucoup plus facile maintenant qu'il y a 30 ans, parce qu'il y a Internet, parce que voilà. Un consultant maintenant en fait équivaut à fait le travail de 5 personnes il y a 20 ans. Moi je conseillerais effectivement d'abord de travailler dans des boîtes pendant 3, 4, 5 ans. Et après il faut décider ce qu'on veut faire, quoi. Soit on veut faire carrière, soit si on n'aime pas ce genre de monde-là, c'est à ce moment-là qu'il faut changer, quoi. Il ne faut pas changer à 35 ans, à 40 ans. On sort de l'université à 22, 23 ans, on travaille 3, 4 ans dans une boîte, 5 ans, et à 26, 27 ans, je crois qu'il faut essayer de changer. Contrairement à ce qu'on raconte, on est marqué très très vite. Moi je me rappelle quand j'avais fait 1 an de chercheur à l'université, tout le monde me dit « Ah mais vous êtes un chercheur, vous êtes un académique, vous êtes un... » Après 1 an, j'étais inapte à tout contact social, soi-disant, et à tout travail en équipe. J'étais déjà catalogué, quoi. Donc il faut faire attention à ça aussi. On est très vite catalogué en Europe. Mais bon, je crois que c'est une question... Pour moi, ça s'est résumé à ça, quoi. C'était la capacité à supporter de travailler avec beaucoup de monde, ce qui augmente le risque, évidemment, de se retrouver avec des abrutis. Voilà, c'est une question à gérer, ça. D'un côté, on apprend beaucoup de choses avec les gens aussi, donc c'est une question de tout. Si on trouve un mentor comme ça dans une boîte, c'est intéressant, parce que ça arrive souvent. Je crois pas qu'il y a de message particulier. Je crois qu'il faut être... Je vais vous dire un truc très zen et un peu stupide, il faut être en accord avec soi-même, voilà. Le reste à suivre.